Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, les débats du Sahel. Cette semaine, comme à l'accoutumée, nous allons aborder une problématique sahélienne en espérant qu'à la fin de cette émission, on arrivera à dégager quelques pistes de réflexion et pourquoi pas quelques solutions. Ce soir, on parlera de la meilleure manière d'impliquer les communautés dans la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. Avec moi ce soir, Madame Zakiatou Ouellet Alatine, ancienne ministre malienne, chercheur à l'Université internationale de Tromsø en Norvège. Bienvenue, Madame. Avec moi également M. Abdoulaye Mamadouba, consultant PVE Sahel, pays du bassin du lac Tchad, auprès de la FCG, qui est la Fondation Cordoue de Genève. Tout à l'heure, vous allez nous dire deux mots de cette fondation. Bienvenue, monsieur. Donc, comme j'ai dit en introduction, on parlera de l'implication et le soutien des communautés au mouvement extrémiste violent dans le Nord Mali, de manière particulière et également dans la zone sahélienne en général. On va essayer de prendre ce soir de la hauteur, mais des invités le permettent afin de parler de cette problématique. Monsieur Ba, particulièrement les communautés Peul et Touareg dans le Mali sont impliqués dans la problématique actuelle, notamment à travers le Front du Massina et également à travers les mouvements djihadistes du Nord Mali. Quelle est votre vision? Merci beaucoup. Bon, moi je crois que depuis quelques années, depuis 5-6 ans, enfin disons depuis l'intervention française au Mali en janvier 2013, on a vu s'accélérer une communautarisation de la violence dans le Sahel de manière générale et surtout à partir du Mali. Mon impression est qu'il y a une importante question que tout le monde doit se poser. Si nous regardons la cartographie des acteurs impliqués dans cette violence à connotation religieuse dans la zone, on verra bien que ce soit des sociétés nomades, Peul, Arabes, Touareg, ou des sociétés semi-nomades, certains Hausa, certains Kanouri, certains Gourmanché, qui sont directement impliqués. Et c'est toutes des communautés transfrontalières, c'est toutes des communautés qui vivent aux frontières de 2, 3, 4 pays, voire plus. Donc c'est dire qu'il y a des frustrations qui sont là, qui sont accumulées au fil des années, depuis les indépendances. Il y a des problèmes qui n'ont jamais été frontalement abordés par les États et sincèrement et honnêtement résolus par les États. Et je crois que c'est le retournement de bâton aujourd'hui que les djihadistes ou que ceux qui se prétendent tels utilisent les frustrations de ces communautés pour alimenter un peu et le recrutement et la violence qu'ils exercent à travers ces pays. Ils l'ont utilisé avec beaucoup de méthodes et avec beaucoup de succès. Les États ont compris tardivement qu'il faut utiliser la même méthode, c'est-à-dire s'impliquer localement et essayer de déterrer des solutions, dépoussiérer des solutions ancestrales afin d'inverser la tendance. À votre avis, ils y ont réussi ou on est encore au début de la compréhension de la problématique? Malheureusement, les États n'ont jamais eu à prendre à bras le corps le problème des sociétés nomades et semi-nomades. C'est là où réside tout le problème. Parce que si vous entendez un peu les remontrances que les Touaregs au Mali et dans une certaine mesure au Niger, et le Peul un peu partout, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina Faso, c'est toujours les mêmes remontrances. On est là, on est en marge de l'État, on est laissé en rade, l'État n'a besoin de nous que quand il a besoin de nos impôts, ou quand il nous envoie des administrateurs véreux qui nous arnaquent. C'est en fait ça. Donc les États n'ont jamais eu à affronter de manière frontale, de manière objective, les problèmes qui se posent à ces communautés. Et aujourd'hui, ces communautés sont malheureusement instrumentalisées pour certaines d'entre elles dans un combat qui n'est pas forcément le leur, mais qui est au moins un combat pour elles, qui est porteur de leur frustration, qui permet aussi de les mettre en avant par rapport à certaines revendications qui ont été mal exprimées, qui n'ont malheureusement pas toujours de porteurs, c'est-à-dire des gens crédibles, capables de porter la revendication de manière politique afin qu'elle soit prise en charge par les États et par les institutions concernées. Et ensuite, les gens se retrouvent pris entre le marteau du djihadisme ou du terrorisme à référentiel religieux et l'enclume du contre-terrorisme. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui exerce quelle violence, contre qui, à quelle fin. Madame, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir accepté notre invitation ce soir. Les particularismes dont parlait M. Ba, à votre avis, c'est la résistance des frustrations de ces communautés parce qu'elles se sentent en marge par rapport à l'État central? Donc moi, je voudrais qu'on aille au-delà des États et voir au niveau international
parce qu'il y a quand même un certain mouvement de djihadisme qui s'est un peu éparpillé partout dans le monde. Et principalement, on a vu que ça concerne vraiment des régions qui ont déjà des problèmes, comme M. Baï vient à l'expliquer, à l'introduire, et qui viennent se greffer sur des problèmes locaux qui existent, qui ont soit une dimension simplement locale ou une dimension nationale, alors que c'est souvent des problèmes qui sont importés, qui se greffent à des problèmes que M. Ba a bien dit que ça aurait pu se résoudre avant. Et donc on a un enchaînement de choses qui se superposent, et de ressentiments qui se superposent et qui finissent par donc s'agripper à tout ce qui est contre l'État. Que ce soit des mouvements de rébellion, que ce soit des mouvements de djihadisme, tout ceci est une stigmatisation de l'État par les gens qui se sont frustrés et qui ont des ressentiments par rapport à l'État. Donc, justement, donc, bien sûr, s'il y a ressentiment, il y a des causes vraies et il y a des causes qui ne sont pas parfois légitimes. Donc, c'est faire la part des choses qui importent pour les États. Et ça veut dire qu'on doit développer une capacité au niveau local pour bien analyser les problèmes et puis pour bien les prévoir. Malheureusement, ceci n'est pas toujours le cas parce que ça demande effectivement des moyens, ça demande un suivi permanent et ça demande aussi l'adhésion des populations. Or, comme on vient de le dire souvent, les populations sont frustrées. Donc, demander à un frustré de contribuer, c'est un exercice qu'il faut faire et sur lequel il faut se préparer. À votre avis, madame, comment justement arriver à restaurer cette confiance perdue entre communautés d'abord et ensuite entre les différentes communautés et l'État central? Bon, moi, je pense que principalement, il faut impliquer de façon dynamique, de façon continue, les populations concernées, les populations fragiles, dans un dialogue, dans un espace de dialogue permanent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le dialogue de façon intermittente, mais ça doit être un rôle catalyseur de l'État qui est continu, qui ne s'arrête pas, mais qui est continu parce qu'à chaque époque, il y a de nouveaux problèmes. À chaque époque, il y a de nouvelles problématiques qui ne sont pas souvent liées au contexte même du pays, qui sont liées parfois à un contexte international et qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir tenir en main avec ces populations, parce que sans les populations, on ne peut rien faire. Donc l'implication à la base est très importante des populations, les responsabilisations et leur écoute. Donc il y a principalement deux facteurs qui sont très importants, ou je dirais même trois: l'écoute des populations à la base, leur implication dans les décisions, et bien sûr veiller à ce que le minimum requis pour des êtres humains soit quand même présent, c'est-à-dire la santé, l'eau pour les éleveurs, pour leurs animaux, les parcours pour les animaux, que cela soit précis et que chaque citoyen n'ait pas un ressentiment vis-à-vis de son État. Je pense que ça, c'est la pire des choses quand ça arrive à un citoyen. Donc c'est un peu, moi, je pense que c'est ça ma réponse, c'est vraiment l'implication tout à fait dynamique et continue des populations, tout en prenant en compte tous les défis qui se posent à eux. Monsieur Ba, tout à l'heure, vous avez parlé brièvement de l'intervention française en Mali. J'aimerais y revenir rapidement, et notamment en évoquant ce qu'on appelle le service après-vente. Je vais m'expliquer très rapidement. Ce qui se passe, c'est qu'on peut envoyer des soldats, ils réussiront à emboutir dehors un mouvement terroriste, parce que peut faire un pick-up contre une bombe guidée laser larguée par un Mirage 2000? Le problème, c'est après. Et l'après, on a vu que souvent, c'est un échec, que ce soit au Mali, que ce soit même en Irak ou en Afghanistan. À l'heure actuelle, on assiste à une prise de conscience de ces phénomènes-là, mais on ne voit pas encore s'esquisser une solution. En fait, moi, je noterai ici un fait très très important. Il y a, je crois, quelques jours, l'ancien commandant, le commandant sortant de Barkhane, a noté dans une déclaration que la France, en intervenant au Mali, n'avait pas certaines réalités, n'avait pas pris en compte certaines réalités locales. Et je crois que c'est une ouverture qui permet de voir un peu à partir de quel angle faudrait-il changer de paradigme. Parce que le tout militaire n'a jamais résolu aucun problème, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit un peu partout. C'est tous les foyers de tension au monde, le tout militaire n'a jamais rien réglé. Maintenant, reste à
à voir que cette intervention, même si elle réussira au bout de quelques années, au bout de quelques mois, ça prendra le temps que ça prendra, à bouter les djihadistes ou ceux qui se réclament tels dehors, restera toujours ce que les djihadistes ont essaimé dans les communautés. C'est-à-dire que les djihadistes ont réussi à exploiter pas seulement les frustrations des communautés contre les États, mais aussi à ranimer certaines animosités intercommunautaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous assistez à ce qui se passe aujourd'hui au centre du Mali, vous verrez bien que c'est une guerre fratricide entre Dogon et Peul. Et les Dogon et Peul, habituellement, c'est des voisins depuis des millénaires et c'est des cousins. Et que même les mécanismes traditionnels de résolution de conflits n'ont pas pu être actifs pour désamorcer la crise tout au départ. Et c'est maintenant qu'il y a 10 jours, les griots du Mali ou les griots du centre du Mali ont essayé de se retrouver à la maison de la presse à Bamako pour essayer de mener une médiation entre les deux communautés. Donc, même si les djihadistes ne sont plus là, il y a malheureusement les germes d'un conflit latent qui restent là. Et ces germes-là, il faudrait travailler à les désamorcer dès à présent. À mon sens, je crois que l'approche qui a été défendue par Madame la ministre est la bonne approche à partir de laquelle on peut avoir des clés d'entrée dans les communautés, en vue d'arriver à une transformation positive du conflit dans la zone. Voir un peu, les gens, ils ont la même terre, le même passé historique, le même référentiel culturel, ils ont un partage des mêmes ressources naturelles, le plus souvent ils ont la même référence religieuse. Donc il faudrait travailler pour ça, pour que les gens mettent en avant ce qui les unit plus que ce qui les divise. Et là, ça nécessite une implication de l'État. Là, l'État doit être neutre, présent, et veiller à ce que tous les citoyens soient traités au même pied d'égalité. À ce que l'État soit là, mais qu'il soit là pour tout le monde. Pas que l'État soit là au détriment d'une communauté ou en faveur d'une autre. Et que les services de base de cet État soient aussi accessibles à tout le monde. Donc, ce qui veut dire que l'éducation, la santé et les infrastructures de base soient réellement présents pour que l'État puisse faire valoir sa légitimité en tant que patrie pour tout le monde. En dehors de cela, malheureusement, je vois que la tentacule est en train de s'élargir à d'autres pays, voire même actuellement à la frontière entre le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Il y a déjà des mouvements qui commencent à s'aimer dans le Fadangourma, ce qui veut dire que le mouvement descend. Le mouvement descend. Justement, il faudrait dans cette zone du Liptako-Gourma, on voit que le Niger quitte un peu son rôle du G5 Sahel pour créer un organisme, encore un organisme sous-régional avec le Nigeria et le Mali. Non, le Nigeria et le Burkina, ils sont en train de... C'est le Nigeria, c'est le Burkina, c'est le Bénin et le Togo. C'est le G4 qui est en gestation. Voilà. Mais là, il faut... Mais c'est pour contrer Boko Haram dans la zone du... Non, même pas Boko Haram, même pas Boko Haram. Il faudrait juste comprendre un peu la position du Niger. Le Niger est malheureusement, comme ce qu'on dit en Afrique, c'est la case du voisin. Le Niger n'a pas sécrété en lui-même un mouvement djihadiste ou un mouvement terroriste local. Il est en train de prendre un peu les pots cassés de la situation au Nigeria, la situation au Mali, la situation au Burkina, la situation en Libye, et un peu le contre-coup de ce qui se passe chez les voisins. Donc aujourd'hui, comme je dis, la menace est en train de remonter vers l'est, vers la région de Fadangourma, qui est frontalière avec le Bénin, avec le Togo, avec le Burkina et le Niger. Donc là, les pays doivent aussi agir, parce qu'il y a déjà un cadre qui est là, qui est le G5, qui évolue dans un domaine ouvert, le domaine sahélien. Par contre, plus vous descendez, vous vous retrouvez dans un domaine plus proche de la savane. Donc ça nécessite des réponses politiques, stratégiques, sociales, culturelles, qui ne sont pas forcément celles qui s'appliquent au Sahel. Donc je crois que là, il y a une démarche qui est en cours. Voyons voir ce qu'elle va donner. Un nouveau cadre stratégique. Mais je crois que ce cadre-là, il doit être complémentaire avec le G5 Sahel. Pourquoi n'élargirait-on pas peut-être le G5 Sahel à l'ensemble de ces pays pour éviter un peu une surcharge de petites organisations qui ne sont pas là, qui sont là, qui n'ont pas les moyens de leur politique, ni ceux de leur stratégie. Mais je crois que la position du Niger, il faut bien la comprendre. Le Niger se trouve dans une situation particulièrement difficile parce qu'il doit gérer 7 foyers de tension à ses frontières, à chacune de ses frontières. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, se pose vraiment la problématique à la fois des frontières. Il y avait un de nos anciens présidents qui avait eu l'idée magnifique d'attirer l'attention de l'État, donc de faire en sorte que l'État soit très présent au niveau de ce qu'il appelait les villes frontières.
Donc, parce que les villes frontières, comme M. Ba l'a dit tout à fait en introduisant, il a parlé de sa vision. Donc, dans les villes frontières, le problème est encore très souvent né à partir des frontières entre différents États. Donc, moi, je pense que c'est vrai que le problème se tend, mais on doit prendre en compte aussi les réalités de nos États. Les réalités de nos États, c'est qu'on est dans une bande sahélienne qui reçoit, en dehors des contre-coups du djihadisme, nous avons aussi des problèmes qui sont liés à notre environnement naturel, c'est-à-dire la sécheresse qui s'étend, la désertification, donc la raréfaction des terres, la raréfaction des points d'eau pour les éleveurs, et tout ça fait que toutes les populations que M. Ba a citées, c'est-à-dire les Touaregs, les Peuls et d'autres communautés qui vivent de l'élevage et parfois exclusivement de l'élevage, sentent leur terroir rétrécir. Et donc il y a une telle compétition pour les terres, il y a une telle compétition auquel les États n'ont pas souvent, par faute de moyens, par faute de politique adaptée, donné la réponse qu'il faut au moment précis. Donc ça veut dire que on va aller probablement sur une réflexion, sur une refondation de nos politiques, sur une refondation de l'utilisation de nos ressources, des ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau, sur une refondation aussi des politiques en matière, par exemple, des parcours pour le pâturage. Donc tout ça, c'est de l'aménagement du territoire et c'est des questions sur lesquelles on doit revenir, aux côtés, bien sûr, de tout ce que les États font en matière de politique, en matière de G5, en matière de, vous avez parlé de ce que le Niger est en train exactement de faire avec les États voisins, mais tout ça, comme vous l'avez si bien dit vous-même, ne peut suffire que si les populations sont présentes, et parce que en fait, c'est les populations qui subissent les contre-coups. L'État oui, mais les populations aussi. Donc ça ne peut être qu'un mouvement d'ensemble. Comment faire pour que les populations accompagnent sainement les États et sereinement? Donc c'est ça les questions qu'on doit vraiment booster. Donc vous êtes d'accord lorsqu'il dit que le coup militaire n'est pas forcément tout à fait la d'accord, c'est tout à fait d'accord avec lui. Et donc ça veut dire que c'est une question complexe. Donc il y a à la fois l'implication des populations, il y a à la fois les comportements aussi qu'il faut changer, certains comportements, l'utilisation qu'on fait des ressources naturelles. Est-ce que l'élevage extensif, comment on va le voir, comment on va désormais l'utiliser? Est-ce qu'on va définir des parcours pour les éleveurs, les améliorer de façon à ce que, en cas de sécheresse par exemple, qu'ils ne se sentent pas rétrécis dans l'espace? Parce que c'est ça aussi qui fait que les gens bougent, par exemple, du nord du Mali, du centre du Mali, les gens vont jusqu'au Cameroun, jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc c'est des phénomènes qui sont présents jusqu'à présent à cause du fait que la pluviométrie était plus ou moins passablement répartie. Donc on peut, mais là, ça s'accélère. Et donc en accélérant, on doit vraiment accélérer les réponses. J'aimerais vous entendre là-dessus. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué brièvement, ce conflit Peul-Dogon. Mais juste avant, je voulais vous entendre réagir. Je vais vous entendre réagir sur une autre question. L'utilisation des mouvements djihadistes des particularismes locaux. On a par exemple Iyad Agrali qui a su mobiliser sa communauté. De l'autre côté, Mamadou Koufa, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, on verra dans les semaines qui viennent, qui a également mobilisé sa communauté. Alors qu'auparavant, c'était des Algériens qui venaient, qui s'imbriquaient dans la société actuelle à travers de relations matrimoniales. Mokhtar Ben Mokhtar l'a fait avec brio. Mais maintenant, c'est les locaux qui font ça. Ça veut dire que la société locale portait en elle-même les germes du conflit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir ce soir dégager des pistes pour inverser cette tendance-là. Et donc, d'abord, j'aimerais vous entendre sur le conflit Peul-Dogon et ensuite sur l'utilisation par les communautés locales des particularismes. Bon, moi je crois comme nous l'avions dit dès le départ, je crois qu'il y avait un terreau fertile permettant à des allochtones, pour ne pas parler de nationalité, de venir s'installer dans un territoire qui a été abandonné par un État. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. À un certain moment, ces territoires avaient été abandonnés par l'État qui n'était pas présent.
Est-ce que c'est par volonté? Est-ce que c'est par manque de moyens? C'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que cette partie avait été abandonnée par l'État malien. Et ça a permis à certains groupes de venir se sanctuariser à partir de 2001, puis à partir de 2003. À partir de 2005, ils ont réussi à mettre en place des structures, à réguler l'économie, à s'incruster dans les communautés locales et à susciter des groupes locaux émanant même des constellations tribales et ethniques locales. Donc maintenant, c'était le cas essentiellement chez les Touaregs et les Arabes, surtout les Arabes amhars. À partir de 2012-2013, quand il y a eu l'occupation du nord du Mali, certains, notamment Mohamedou Koufa, qui était un ami ou un compagnon de Aboul Fadl, Iyad Aghali, avec lequel il était impliqué dans des activités de prêche dans le cadre du groupe de la Dawa, qui est un imam à la base, qui s'était lié d'amitié avec Iyad Aghali dans le cadre des activités de prêche du mouvement Dawa al-Tabligh. Le groupe de la prédication et du prêche. Donc, à partir de ce moment-là, des liens intimes se sont créés entre les deux hommes. Quand Iyad Aghali a créé l'Ansar Din, il a demandé à Mohamedou Koufa aussi de faire la même chose au niveau des peuples. C'est pourquoi il a créé la Katiba de Massina d'Ansar Din. En réalité, les gens parlent de Front de libération du Massina. Le Front de libération de Massina n'a jamais existé. Le Front de libération de Massina n'a jamais dépassé un petit tract rédigé par des jeunes lycéens Peul dans la ville de Nampala en mars 2015. En 2015, à l'agence mauritanienne. Voilà. C'est le premier acte. C'est le premier acte. Mais ceci émanait d'un groupe d'étudiants ou d'élèves de Nampala qui étaient frustrés par le comportement d'une unité de l'armée malienne quelque part dans la zone. Et ensuite, quelques jours après, il y a eu la profanation de la tombe de Mohamedou Hamdallah. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la Katiba d'Ansar Din de Massina a posé ses premiers actes violents dans la zone. Donc, ce qu'il y a, c'est la Katiba d'Ansar Din de Massina. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, dans cette Katiba, il n'y a pas seulement que des peuples. C'est vrai que la majorité est constituée de peuples, mais il y a aussi des Dogons, il y a aussi des Bambara, il y a aussi des Senufo, il y a beaucoup de gens ici, d'autres groupes. Même quelques anciens éléments de Boko Haram avaient appris un peu. Non, ils étaient venus se former avec les mêmes groupes que la Katiba de Massina. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mohamedou Koufa, malheureusement, l'interprétation que les gens donnent, c'est une stigmatisation collective des peuples au centre du Mali, et c'est grave. Parce que quand on stigmatise une communauté, on ne lui donne plus le choix, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc là, la communauté Peul, au centre du Massina, dans le Grand Massina c'est le Nampalari, c'est le Massina, c'est le Massina, c'est le Haïré et c'est le Seno. Donc tous ces gens-là, ils sont aujourd'hui pris entre les feux de certaines milices communautaires, de l'État, des opérations Barkhane, ainsi de suite. Donc, on n'a pas le temps de les écouter. Et la grande erreur, c'est qu'on refuse de les écouter, et surtout, on refuse même de compatir avec leur détresse. Si vous vous retrouvez avec des milliers de jeunes qui ne savent pas où aller, quand ils vont à l'État, ils risquent l'arrestation ou la mort. Quand ils vont chez les djihadistes, ils risquent l'embrigadement ou la mort. Donc, ils ont des choix difficiles. Ils ont fait beaucoup de choix. Tout à l'heure, Madame la Ministre, je vais vous donner la parole pour réagir à ce que M. Ba a dit, mais pour le moment, on va marquer une petite pause afin de diffuser un petit extrait d'un film réalisé par le professeur Trond Wang, qui est professeur à Trond Wang, j'espère que je prononce bien le nom, professeur à l'Université internationale de Tromsø en Norvège. On va diffuser un extrait de ce film, et sachant que l'intégralité de ce film sera disponible sur la page Facebook de l'émission. Écoutons cet extrait et ensuite revenons au débat.
gelmni bine yo bala bayan gelle anaga bayan keltir ga banam perga ban yagna ma ved banani ban yagna ma gamta naga baban neng musang to ni mu yang vai langal vai ban min yakun ma ban yakana ma waltan ni kan san waltan ni ban yaglen ma pero ala ban yakana ma waltan ni ma yika gunti pero albiri yaka kelang naga ba kelang ban min yak Yabala bazi yiwot hamyero anebo yo hagala mabangare gawnir waltangelo weba kani yibon batanega bate sonega yibon balba tin lani ba parkani yaka bane to ayara la fi ne awon em ha lura am fi giri gam na ma sonega ba ya kanzi yibon ni yaka sone bankan ne yo wata ni kusan baga filo ya kuma filni kuma filkan tole ne kusan ga filni fa bai man kong ni film ne kusan ga tana gal ne ne in kamya nan ne in kamena aga gu in gu to baga gu in kamya ne an ba ga lu sai kusan ga ta ga ma ga kusan fillo kucing kan mak kan bermain film ni kucing beri. Kucing ada anu film ni pai. Bang kong ni anu kan mak banyak ni. Ni aga boleh ga bera titi ga bera kan ni uba ya ko ya ga ne filsam piliga tale. To wato yogam oniga oniro mut nani. Kamuri ni titi happy ga yo tiri piri. Tiri happy ga yo tiri piri. Yakayo, how we have David Burr, Pat Botanigam, Yiptega, ya Kani Hayini, to Mission Pelima, where am coming when you église, when you go in église or Habaderi, where can you to Boyaba églisery. And I got a Carnigan Gapu, you have Viva, where Sabgan was mother Yip to the Poleva, Gambotoma, come and you bought many Balbatomni, was happening way. When I was Sabgan was Modiniga, who you have Viva, ya double ha dinner. Dinaga tuni bon islam ya ramuyo yani donno vanab donno ko mudi daniga otpulo officiel mi kafa Bienvenue à l'émission Les Débats du Sahel. Reprenons la deuxième partie de notre débat. Tout à l'heure, M. Ba était en train de nous parler des particularismes dans la région Nord-Mali, en particulier la stigmatisation ou les stigmatisations dont la communauté Peul est victime à l'heure actuelle. Je vous laisse réagir là-dessus, Madame la Ministre. Oh, moi, je pense que M. Ba parle en expert. Je ne voudrais pas prendre le contre-pied de ce qu'il dit, ce serait trop d'ambition de ma part, mais je vais réagir. Je vais réagir, c'est de dire simplement que, en fait, tout en expliquant le cas des Peuls, je dirais que la même chose a été aussi vue au niveau des Touaregs dans les années 90 avec l'arrivée massive des djihadistes qui ont été refoulés des pays au nord du Mali, tels que l'Algérie et tout. Donc ça, c'est un phénomène, on dirait, moi je pense que ça montre aussi souvent l'impréparation que nous avons. Parce qu'avec l'expérience qu'on a eue du Nord Mali, de la façon dont tout a évolué, le cheminement, comment tout s'est passé, l'imbrication et le fait que finalement les djihadistes ont bouté les rebelles du Nord Mali, pratiquement, et etc., etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir maintenant, de connaître aussi comment tout cela évolue.
Et vous l'avez bien décrit maintenant. Donc il faut, moi j'aimerais bien, je souhaite bien que dans le cadre par exemple des organisations comme le G5 et d'autres, le G4 dont vous avez parlé, qu'on puisse désormais initier une réflexion qui va dans même en matière empirique, parce que là ça devient vraiment une réflexion tout à fait continue là-dessus. Donc on ne peut pas, et surtout ça permet de prévenir la stigmatisation. Parce que la même chose qu'il y a eu là, ça a été dans le cas des Touaregs, bon, ça a été la même chose. Donc on doit maintenant se préparer pour éviter cela, parce qu'on sait que ça finit par ça. Et aussi connaître la façon dont tout cela évolue. Je pense que sur cette période de 10, 15 ans, 20 ans, on a suffisamment d'expérience dessus. Donc on ne doit plus se tromper de choix de politique en matière de protection des populations, en matière de prise en charge des populations, en matière de participation des populations dans ce qui concerne leur propre sécurité. Parce qu'il s'agit là de leur propre sécurité. Et donc désormais, je pense que toute cette des populations elles-mêmes, parce que très souvent, on a tendance à ne parler qu'en bloc de l'État, qu'en bloc d'une région concernée, mais on oublie que là, il y a des populations qui, elles, chaque heure, chaque jour, ressentent les contre-coups de tout cela. Parce que, comme vous le savez, l'histoire de cette région du Sahel, ça a toujours été un islam tolérant, extrêmement tolérant. Et que tout cela est nouveau. Donc, on peut dire qu'il y a eu peut-être des gens qui étaient plus ou moins assez très fort marqués, mais vous n'avez pas cette extrémisme violence, il n'existait pas. Donc c'est du nouveau pour nous, mais c'est du nouveau, mais en même temps, nous le vivons depuis 15 ans. Et donc, on doit écouter les populations qui vivent ces problèmes directement. C'est elles qui les vivent, et c'est une erreur de ne pas prendre en compte leur avis et de ne pas les faire participer tout à fait dans toutes les politiques qu'on fait. Ce n'est pas seulement une affaire des armées, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, ce n'est pas seulement une affaire du niveau international, mais c'est aussi et principalement une affaire des gens qui vivent là. Et c'est à eux qu'on doit aussi demander des solutions, les faire participer. Et moi, je pense qu'en faisant cela, on pourra avoir des solutions mitigées qui nous permettent d'avancer et qui permettent à l'État de poser des jalons. Donc, un peu, moi, ma réflexion, c'est à peu près ça. Je ne maîtrise pas tellement toutes ces questions-là. Modestie, ça ne marche pas, Madame la Ministre. On va parler du concept pragmatique de communauté. On est ici en Mauritanie, où on a tendance à, en tout cas l'État moderne a tendance à dire, à décourager les gens à se replier vers leur communauté. Finalement, tout le monde est mauritanien. On a remarqué les mêmes phénomènes un peu partout dans le Sahel. Or, on se rend compte que les mécanismes de résolution de la crise passent forcément par la communauté. Passe forcément par le conseil des sages, par les personnes âgées, par les anciens. Ça rentre en contradiction avec la volonté des décideurs publics de faire abandonner aux gens leur particularisme. Comment on peut réconcilier les deux? Moi, je crois qu'actuellement, à l'état où nous sommes actuellement, il est très très difficile de penser un État africain, quel qu'il soit, en dehors des communautés qui le composent. Ça, c'est des identités grégaires qui sont là. Elles ne sont pas les bienvenues dans un État qui se veut un État démocratique, un État qui veut évoluer vers la modernité, mais c'est des réalités avec lesquelles il faudrait composer. Mais est-ce qu'elle est en contradiction avec la conception jacobine Naturellement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est remis en cause dans l'ensemble de nos États à travers des discours djihadistes, parmi tant d'autres, c'est la nature des États, c'est la laïcité qui a été introduite dans certaines constitutions, c'est aussi la place qui est donnée, l'infime place qui est donnée à l'offre éducative traditionnelle dans certaines sociétés nomades. Si vous prenez les Arabes et les Touaregs, vous allez voir que ces gens-là, ils ont des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont instruits avec l'école coranique. Et cette école coranique ne leur donne pas de déboucher dans la société. Mais, certaines sociétés sahéliennes ne sont pas musulmanes, certaines sont animistes et même catholiques. Non, mais je parle spécifiquement des sociétés musulmanes dans les sociétés sahéliennes. Parce que le principe de la laïcité, il ne pose pas énormément de problèmes aux non-musulmans. Parce que c'est homogène et ça entre dans la grande ligne de leur philosophie et de leur réflexion. Par contre, les sociétés traditionnelles, elles avaient refusé d'abord le colonialisme en tant que tel, refusé ses valeurs, l'école, l'organisation étatique et tout avec. Donc maintenant, aujourd'hui, la remise en cause de ce modèle-là, elle est là.
elle est là. Quand les djihadistes viennent dans une zone, la première des choses qu'ils font, c'est fermer les écoles. Les symboles de l'État. Les symboles de l'État. La première des choses, c'est fermer les écoles. On dit qu'il faut fermer les écoles. Ensuite, il faut imposer le voile aux femmes. Troisièmement, il faudrait que tous les hommes qui sont là, qu'ils libèrent la barbe et qu'ils aillent faire la prière 5 fois par jour à la mosquée. Donc c'est déjà un ordre qui remet en cause un peu le principe de la liberté du culte, le principe de la liberté de la croyance, le principe, le droit à l'éducation, et ainsi de suite. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. Donc c'est une interrogation. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a à peu près 600 000 ou 680 000 enfants maliens qui ne peuvent pas aller à l'école depuis 2013, vous vous dites, mais dans 10 ans, 680 000, voire 1 million. Mais c'est catastrophique. Oui, et c'est la même chose au Niger, c'est la même chose actuellement dans le Fatam Gourma au Burkina Faso, c'est la même chose à la frontière, aux 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina, et c'est la même chose dans toute la zone occupée par Boko Haram ou la zone infestée par Boko Haram dans le nord du Nigeria et à l'est du Niger. Donc c'est dire que vous allez avoir dans 10 ans des milliers d'enfants qui sont là, qui n'ont pas suivi ni l'école moderne, ni l'école traditionnelle à laquelle ceux qui les avaient précédés avaient eu la chance d'accéder. Vous allez en faire quoi? Donc c'est là aussi où la capacité d'anticipation des États est interpellée. Mais est-ce que nos États sont capables d'anticiper? Encore une fois, je dis que malheureusement, jusque-là, on est assez pauvre dans ce domaine-là. Et ensuite, je reviendrai vers la sécurité prise en charge par les communautés. C'est une bonne chose, si les communautés sont en accord avec l'État. Mais j'attire l'attention au fait que si vous créez une milice d'autodéfense communautaire aujourd'hui, vous êtes en train de préparer les lits pour le groupe armé de demain. Mais l'idée, c'est d'avoir... Je pense que, c'est-à-dire la participation des communautés locales ne passe pas forcément par les milices et ne doit jamais passer par les milices. Parce que dès lors que l'État se fait représenter par une milice, vous faites face aux plus grands problèmes qui vont arriver incessamment, tout de suite, et qui vont perdurer dans le temps parce que ça crée des conflits, ça crée des ressentiments entre les familles, entre les personnes, entre les communautés, qui vont perdurer indéfiniment si on n'arrête pas cela. Et donc, vous avez cité le cas du centre du Mali, du Nord Mali aussi, c'était la même chose. Donc, c'était suite aux différentes rébellions qu'il y a eu, aux exactions qu'il y a eu. Donc, tout ça, ça revient à la face de l'État. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas contourner les populations. Et population, ça ne veut pas dire non plus embrigader les populations dans les milices. Ça reviendrait au même effet qu'embrigader les populations dans un autre mouvement qui contredit toute loi de l'État. Donc vous voyez, c'est ça auquel on doit principalement faire attention. Donc moi je veux simplement dire que quand il a parlé de l'éducation, c'est très important d'en parler. C'est que ce qui a fait le terreau aussi, comme vous l'avez dit, c'est qu'en fait, même ceux qui ont fait l'école, très souvent ils ne trouvent pas de travail. Ceux qui ont fait l'école, le taux d'échec aussi est important. Il y en a qui abandonnent au primaire, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y en a qui abandonnent au secondaire, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y a ceux qui abandonnent au lycée et il y a ceux qui terminent, qui ne trouvent pas de travail. Donc moi je pense que tout ça c'est des phénomènes qui s'accumulent, qui deviennent d'abord quelques phénomènes de société et après qui créent des tensions et qui finissent par devenir des conflits. Donc ça veut dire qu'il y a un tas de domaines sur lesquels on doit mener la réflexion en même temps que les questions de sécurité. Nous avons parlé par exemple des villes dans les frontières, nous avons parlé des villes, nous avons parlé de l'éducation tout de suite, nous avons parlé de l'emploi, donc de la sécurité, de l'eau. Donc il y a tout un tas de questions, de secteurs sur lesquels on doit mener en permanence des réflexions afin de savoir qu'est-ce qui va venir demain, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les populations. Donc c'est une question pour l'État de protéger ses propres populations. Donc là, la vie n'était pas du tout que les populations décident, bon, je prends le fusil ou nous prenons le fusil. Ça, c'est le danger le plus grave. Hein. Vous voulez réagir là-dessus? Non, je suis entièrement d'accord avec elle quand elle dit qu'il ne s'agit pas de charger les communautés de la propre problématique de la sécurité, parce que comme je l'avais dit, elle est entièrement d'accord avec moi, ça c'est une fonction régalienne de l'État, et les États faiblissent partout où ces groupes
SM. Parce que là, à un certain moment, quand ils sentent un certain équilibre de force avec les unités présentes de l'État présent sur le terrain, l'État recule. Et si l'État recule, c'est que c'est le règlement de compte communautaire. Vous voyez un peu ce qui se passe entre les Daousak et les Peuls, entre les Daousak et les Touaregs, entre les gens de Gacha et les autres. Sans vouloir dire beaucoup des hommes, c'est une tendance aux hommes quand ils sont désœuvrés de chercher la guerre. Quand vous dites homme, c'est homme avec un grand H ou parce que avec petit H. Ah, d'accord. Donc ça me ramène à la question de, par exemple, si on n'utilise pas ces jeunes, il ne faut pas les mettre dans les milices. Donc ça veut dire que le premier qui embauche, c'est l'armée. Oui. Donc ça, c'est une disponibilité pour l'armée, sur laquelle il faut aussi travailler. C'est des questions que moi, je ne maîtrise pas, les questions sécuritaires, mais je vais seulement de l'ordre de l'analyse. Parce que si vous avez autant de jeunes sur le marché de l'emploi qui ne trouvent pas, eh bien l'armée, tous les corps de sécurité mais madame, moi, je crois sont aussi... avec une approche holistique, oui, qui essaye de créer des programmes intégrés en faveur des jeunes, en les formant à des métiers, et en créant des secteurs économiques qui peuvent absorber ces jeunes formés, je crois aussi c'est une bonne chose. Bien sûr. Et envoyer un tas massif de jeunes dans l'armée aussi, c'est militariser les sociétés dans tous les cas. Parce que nous avons vu aussi que beaucoup de jeunes qui s'étaient enrôlés dans les différentes armées des différents pays se sont retrouvés dans un moment ou dans un autre impliqués directement dans une rébellion. Donc moi je crois qu'aujourd'hui l'approche holistique qui permet de former des jeunes, de les former à des métiers civils, pour que... C'est-à-dire les métiers civils. Les métiers civils. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Mais c'est-à-dire que les métiers civils viennent avec le marché de l'emploi. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité d'absorption du marché de l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi, le marché va absorber tout ce qu'il peut. L'État va créer aussi, mais ça c'est aussi parce que l'armée, les autres services de sécurité, c'est aussi des employeurs. Et principalement, souvent, avec la fonction publique, c'est les plus grands employeurs des États. Et principalement, les questions dans ces zones-là, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens disent qu'ils ne se sentent pas, ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas dans l'armée, donc une réponse aussi est donc d'ouvrir, effectivement, pour que tout le monde se sente à l'aise, effectivement, à l'intérieur de cette armée qu'on veut républicaine. Certaines communautés, en effet, se sentent marginalisées justement parce qu'elles sont sous-représentées dans des instances, dans l'armée, dans l'administration, voilà, dans tous les corps de la fonction publique, effectivement. Et aujourd'hui, les gens vous disent, oui, vous, on ne peut pas vous intégrer dans la fonction publique parce que vous avez une ijaza en charia. Et nous, on n'en a pas besoin. Et le Mali ou le Niger ou le Burkina, c'est des États laïques. Nous, on ne peut pas recruter des gens sur la base d'un diplôme religieux. Ou, à la limite, il a fait des études en Libye, il a fait des études en Égypte, il a fait des études en Arabie Saoudite, ingénieur en informatique, top, vraiment bien diplômé. Il ne parle qu'arabe ou anglais. On lui dit non, on ne peut pas t'embaucher parce que tu parles arabe et nous, l'administration travaille en français. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes auxquels il faudrait que les gens réfléchissent réellement pour avoir la possibilité d'intégrer le maximum possible de capacités, le maximum possible de jeunes dans la fonction publique ou dans les différents services de l'État, afin que ces jeunes-là... Le problème est que les services de l'État sont centralisés vers les capitales. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions qui soient aussi bien valables à Gao, à Agadez, à Bobo, à Walata. Et le problème n'est pas d'encourager l'exode rural qu'on remarque déjà comme phénomène. Comment faire pour fixer ces gens dans leur communauté d'origine? À partir de là, c'est une approche tout à fait économique qu'il faudrait aborder, qu'il faudrait que les États réfléchissent autour de ça à travers des projets, comme les projets récemment discutés ici au niveau des programmes prioritaires du G5 Sahel. Essayer de les disséminer, de les distribuer le plus équitablement possible entre les différentes zones pour essayer d'avoir une capacité d'absorption économique locale au niveau des jeunes, au niveau des femmes, parce qu'en réalité, dans ces communautés aussi, il y a l'élément femme. Vous venez dans des villages, vous ne trouvez que des femmes. Tous les hommes, tous les garçons valides sont partis. Soit ils ont fui l'insécurité, soit ils sont partis en immigration, soit ils sont à la recherche d'une voie pour aller mourir en mer ou pour aller arriver en Europe. Donc je crois qu'il y a une réflexion très très profonde qui doit être menée de manière à ce que ces zones-là soient réhabilitées. Parce que n'oublions pas qu'au départ,
toutes les frustrations sont parties du fait que ces zones étaient oubliées, que ces zones étaient délaissées, que personne ne s'intéressait à ces zones. Absolument. Maintenant, pour un peu accumuler, tirer les leçons des accumulations que nous aurons eu à avoir après la tragédie des années 90 un peu partout au Mali et au Niger, là il faudrait essayer de tirer les conséquences. Il faut essayer de capitaliser les leçons apprises et d'essayer de remédier un peu à ce qu'on peut faire maintenant. C'est-à-dire qu'on a parlé, on a bien parlé de l'emploi, oui. Mais comme je dis, l'emploi c'est pas seulement ça, et c'est pas seulement l'économique, c'est-à-dire l'économique privé, mais c'est aussi l'économique l'État, c'est aussi l'économique, c'est aussi tous les corps de l'État. Ça c'est une chose. Deuxièmement, on vient de dire que souvent les zones reculées sont des zones qui ne sont pas protégées. Donc ça veut dire que tout le temps on parle du fait qu'il y a des zones qui sont vides, où il n'y a pas la présence de l'État. Donc voilà encore où mettre les jeunes de ces régions-là. C'est leur terroir, c'est leur... Voilà. Ils seront les premiers à protéger parce que ça les concerne directement. Oui. C'est un peu cette façon quand je parlais des corps de l'armée. Voilà, exactement. Donc ça, il y a quand même un élément très positif dans cela. Et ça, bien sûr, il faut le faire tout en pacifiant. Parce qu'au moment d'un conflit, et si on veut greffer ça, tout ça se prépare. Ça se prépare et ça devient une politique à long terme. Et ça met aussi en confiance l'État, ça met en confiance les citoyens. Je voulais aborder une problématique environnementale cette fois-ci, elle concerne le lac Tchad. Vous connaissez parfaitement tous les deux la zone. On va mettre sur la page Facebook de l'émission un film relatant le rétrécissement de la surface aquatique de ce lac. C'est effarant. Et donc ça a une implication à la fois sur les pêcheurs, mais aussi sur les populations environnantes et pas seulement du Tchad. Et ça, c'est une problématique liée à la nature qu'on ne peut pas inverser. Mais comment traiter les causes directes sur les populations locales? C'est plutôt l'impact. Les causes directes, c'est le réchauffement climatique. Les causes directes, c'est le réchauffement climatique, malheureusement. Et la problématique ne se pose pas seulement au niveau du lac Tchad, elle se pose tout au long du Sahel. Et aujourd'hui, le problème majeur auquel nous assistons au centre du Mali, à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina, c'est d'abord une compétition autour des ressources naturelles. Et c'est des compétitions qui ont toujours existé entre communautés, mais les gens avaient toujours réussi à actionner les mécanismes traditionnels de résolution des conflits pour les amortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le berger, le chamelier, le pêcheur, le cultivateur, chacun a sa kalachnikov. Chacun a sa kalachnikov, et les groupes armés qui ont investi les zones ont réussi à réduire à néant le rôle des chefferies traditionnelles. Donc maintenant, les gens sont face à eux-mêmes. Ils ont été déportés les chefferies traditionnelles? Non, ils ont été soit liquidés, soit obligés à aller se replier vers les grandes villes, parce qu'ils ne peuvent plus réguler, exercer leur travail de régulation sur le terrain, parce qu'ils sont toujours sous la menace de ces groupes armés. Maintenant, dans la zone spécifiquement de lac Tchad, c'est clair que la zone est en train de sécher. Il y a beaucoup de gens qui vivaient autour de ce lac. À cela s'ajoute l'insécurité posée par Boko Haram. Donc les gens immigrent vers d'autres zones. Et quand ils immigrent vers d'autres zones, ils créent aussi des problèmes parce que les ressources sur place se rétrécissent. Donc il y a une compétition, il y a de nouveaux acteurs qui viennent. Donc ça crée aussi des problèmes entre les populations autochtones qui sont originaires de ces zones et les allochtones qui arrivent avec du bétail, avec un grand nombre d'enfants et ainsi de suite. Donc ça pose énormément de problèmes. Maintenant, quelle réponse? Là aussi, malheureusement, on est obligé de nous retourner vers les États. Mais est-ce que les États ont la capacité à eux seuls de répondre à ces défis? Malheureusement non. Là, il faut aussi, encore une fois, l'implication des communautés par la sensibilisation à travers des démarches participatives dans un premier lieu. Ensuite, à travers la conscientisation des populations sur l'obligation et la nécessité de préserver les ressources naturelles. Et surtout, troisièmement, de faire tout cela dans le cadre d'un partage qui réussit à garantir le minimum de cohésion sociale entre ces communautés. Parce que sans cela, il n'y aura pas de sécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité, malheureusement, on ne peut arriver à rien. Je vais vous donner la parole. Je vais juste vous dire qu'on arrive au terme de l'émission. Je vais vous laisser conclure. Ensuite, je vais vous donner l'occasion de dire 2 mots de cette université qui met gracieusement à notre disposition les films. Et ensuite, ce sera votre tour de conclure en nous parlant 2 minutes de la Fondation Cordoue. Donc, moi, je voulais dire intervenir sur ce que M. Ba vient de dire tout de suite, c'est de dire ma propre expérience. Moi, je suis du Nord Mali,
Je suis à peu près à 90 km de Tombouctou. Et très jeune, à l'époque, cette zone était vraiment une zone d'élevage par excellence. Et juste quand j'ai commencé à mémoriser les choses, on avait beaucoup de familles Peuls donc, qui transitaient. Et à l'époque, très jeune, je devais avoir très jeune, je me demandais mais pourquoi tout ce monde partait? Je me souviens très bien de ces belles femmes Peuls avec leurs grands voiles bleus, leurs tuniques bleues. Elles m'impressionnaient avec leurs jolis bijoux. Et c'était un mouvement qui descendait, qui allait vers le sud. Et quand j'ai commencé à travailler aux Nations Unies, je vais dans le Nord Cameroun, dans une ville qui s'appelle Ngaoundéré. Je suis reçue par une communauté Peul. Et quand je discute avec lui, d'abord par mon nom, il me dit « Ah, vous savez, quand on a entendu votre nom, on pensait que vous étiez Peul. » Je dis « C'est tout comme parce que ma grand-mère est Peul. » Mais je dis « C'est comme ça. » Et là, il me dit « Oui, nous, on vient du Mali, de telle année. » Et là, je dis « Mon Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer le processus que ces populations africaines subissent depuis des années par la désertification, par le climat, qui leur impose. Parce que quitter le centre du Mali jusqu'au Cameroun, ça aussi, ça veut dire que nos problèmes sont des problèmes globaux. Et que de toute façon, ce n'est pas seulement nos États qui doivent y regarder, ce n'est pas seulement nos populations, mais aussi au niveau mondial. On doit vraiment les regarder ensemble et en discuter parce que ça a un impact, comme vous l'avez dit, tout à fait d'accord, un impact mondial sur lequel personne ne peut plus fermer les yeux, à mon avis. Témoignage extrêmement émouvant. Merci. Venant d'une nomade, vous êtes vous-même du nord du Mali, habitant entre Nouakchott et Paris, et vous enseignez dans le nord de la Norvège. Donc c'est un peu le nomadisme adapté à la mondialisation. Merci. Je disais tout à l'heure que vous êtes, consultant à la Fondation Cordoue, c'est une fondation basée à Genève et qui travaille donc dans cette zone. Oui, la Fondation Cordoue de Genève est une fondation de droit suisse. Il est créé par des jeunes maghrébins qui vivent en Suisse pour un peu aider à rapprocher la vision entre le monde occidental et le monde musulman. Et nous travaillons un peu au Proche-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel, dans le cadre de la transformation du conflit, espace de médiation et de dialogue. Nous essayons un peu d'aider à comprendre les problématiques qui se posent à ces problèmes, à ces zones, et essayer de contribuer à trouver une solution à travers des dynamiques de dialogue, de médiation et de transformation du conflit. Parfait. Merci beaucoup à mes deux invités. Je vous remercie très chaleureusement, M. Abdoulaye Mamadouba. Merci. Vous êtes donc consultant Sahel, pays du bassin du lac Tchad, auprès de la Fondation Cordoue de Genève. Vous êtes également ancien porte-parole de la présidence de la République sous le président Sidi Ould Cheikh Abdallah. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence ce soir. Merci. Merci également, Madame Zakiatou Alatine. Vous êtes ancien ministre sous le président Alpha Omar Konaré. Vous êtes actuellement chercheur à l'Université internationale de Tromsø. J'espère que je prononce bien en Norvège. Excellent. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été là ce soir. Et merci à vous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à cette heure tardive de la nuit. N'oubliez pas de visionner le film dont on a passé tout à l'heure un extrait sur la page Facebook de l'émission, donc www.facebook.com/le débat du Sahel. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Merci.